Bonjour et bienvenue dans ce module 3, où nous allons aborder le dispositif de BGFI Bank en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Au cours de ce troisième module, nous allons aborder, dans un premier temps, les mesures prises par BGFI Bank pour harmoniser son dispositif au sein de chacune des entités du groupe. Nous verrons ensuite le processus de classification des risques de LCBFT. Dans la troisième partie, nous passerons en revue les mesures de vigilance. Nous verrons ensuite le fonctionnement de la déclaration de soupçons que les employés concernés sont susceptibles d'émettre. Puis, nous finirons par le contrôle interne et ses différents niveaux hiérarchiques qui complètent le dispositif de LCBFT de BGFI Bank. Il sera alors temps pour vous de passer à un quiz d'évaluation de vos connaissances et des notions qui ont été abordées jusqu'ici. Afin d'assurer une cohérence des documents de procédure, à l'échelle du groupe, il a été mis en place des modèles de documents communiqués aux filiales et devant être transposés par ces dernières. Parmi ces modèles de documents, nous avons la charte de conformité. Elle définit l'organisation des fonctions de conformité au sein du groupe. La politique de conformité. Elle définit les principes généraux et les missions de la fonction conformité au sein du groupe. Le manuel général de sécurité financière. Il s'agit de la Bible de l'établissement en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La politique de sanctions économiques. Elle définit les principes retenus par le groupe BGFI Bank visant à garantir le respect des règles de sanctions économiques et des embargos. Le manuel des outils de conformité. Il présente l'ensemble des outils informatiques mis en place par la banque dans le cadre du dispositif de LCBFT. Le guide méthodologique de classification des risques. Il définit la méthodologie retenue par le groupe pour l'identification, l'évaluation et la classification des risques LCBFT. Et enfin, le tableau des risques pays. C'est un document régulièrement mis à jour qui classe les pays en fonction de leur niveau de risque en matière de LCBFT, de sanctions économiques et de corruption. Cette démarche offre aux entités du groupe la possibilité d'assurer une application cohérente du dispositif de conformité, d'ajuster les modèles de politique et procédures fournis pour répondre aux réglementations spécifiques de chaque État ou région où elles sont actives, et d'intégrer les risques déterminés au niveau du groupe dans leurs propres opérations. Le cadre LCBFT de BGFI Bank intègre plusieurs éléments essentiels, une typologie des risques de BCFT associés aux relations commerciales établies, des procédures de vigilance adaptées aux clients et aux transactions basées sur le profil de risque des relations commerciales, un système de signalement d'opérations suspectes aux cellules nationales des renseignements financiers concernés, et une stratégie de contrôle interne, permanent et périodique, visant à garantir le bon fonctionnement du dispositif conformité LCBFT. Ces composants essentiels garantissent une surveillance rigoureuse de la mise en œuvre du dispositif LCBFT sous la responsabilité de la fonction conformité et du groupe. L'évaluation des risques s'effectue en deux étapes. D'abord, il faut identifier et évaluer les risques de BCFT auxquels la banque est exposée en considérant plusieurs facteurs de risque. C'est ce que nous appelons les risques bruts. Ensuite, ces risques bruts doivent être tempérés sur la base du dispositif de conformité existant. Ce dispositif est appelé mesure de vigilance, MDV. C'est synonyme du concept dispositif de maîtrise des risques, DMR, que nous connaissons tous dans le cadre de la méthodologie de gestion des risques opérationnels. Cette démarche permet d'obtenir le risque net. Suite à cette évaluation, il est impératif de consigner la classification des risques dans un document formalisé, approuvé par la Direction générale et le Conseil d'administration. Une fois validée, cette classification sera communiquée à l'ensemble des employés de la banque afin que ces derniers en tiennent compte dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Il est également primordial de constamment mettre à jour cette classification pour y intégrer de nouveaux risques potentiels, notamment en lien avec l'introduction de nouveaux services ou produits. Pendant l'étape d'identification des risques, il convient de prendre en compte 5 facteurs de risque pour déterminer le niveau de risque de BCFT associé à leurs relations commerciales. Ces facteurs de risque sont les suivants: clients, produits, services, opérations, canaux de distribution, et pays, zone géographique. Pour approfondir et comprendre ces sous-facteurs de risque, vous pouvez vous référer au guide de méthodologie de classification des risques.
Voyons, un peu plus en détail, les différents facteurs de risque et les critères utilisés pour en évaluer l'importance globale. Tout d'abord, le risque client implique une analyse des caractéristiques des clients et du fonctionnement attendu de la relation d'affaires. Notamment, la nature du client, est-ce que c'est une personne physique ou une personne morale? Ou encore des structures favorisant l'anonymat, comme des fondations ou des trusts? Des personnes agissant en nom propre, ou pour le compte de tiers? Des personnes politiquement exposées? Ou des clients non présents physiquement? La qualité du client, est-ce un client régulier ou occasionnel? Et quel est son secteur d'activité? Et quelles sont ses activités professionnelles? Sa situation financière et patrimoniale? L'origine de son patrimoine et ses antécédents financiers? Et quelles sont les habitudes du client en matière d'investissement? Comment se comporte-t-il? Est-il évasif ou refuse-t-il de fournir des informations? Et quels sont les montants, nature et volume des opérations envisagées et effectuées? Quelles sont les provenances et destinations des fonds? Et quelle est la justification économique de la relation d'affaires envisagée? Y aura-t-il l'intervention d'intermédiaires? Le risque relatif aux produits et services implique une analyse des produits commercialisés, ainsi que des services fournis par la banque. Quel est le type de produit ou de service commercialisé? Est-ce de la gestion de compte? De la réception ou transmission de virements? Ou du retrait d'espèces? Et quelle est la nature des activités exercées? Est-ce de la banque de détail ou de la banque privée? Et à propos des types de produits proposés, s'agit-il de moyens de paiement? D'instruments financiers ou d'OPCVM, c'est-à-dire d'organismes de placement collectif en valeur mobilière? Etc. Passons maintenant à l'analyse des opérations effectuées, relatives aux produits et services. Vous devez prêter attention au niveau de transparence des opérations engagées, le niveau de complexité des opérations est-il justifié? Prêtez également attention à la valeur, la taille et le montant de chaque opération. Concernant l'évaluation des risques liés aux canaux de distribution, les éléments auxquels prêter attention sont les suivants. Y aura-t-il des intermédiaires entre vous et le client lors de la réalisation de l'opération? Si oui, combien? Et de quelle nature? La distribution est-elle directe? La vente des produits et services que nous proposons a-t-elle eu lieu en présentiel? Ou à distance? Et quels sont les canaux de distribution numérique? Dernier facteur de risque, celui lié aux zones géographiques. Il faudra identifier et tenir compte des risques liés aux pays et territoires dans lesquels où est-ce que les clients ou bénéficiaires effectifs sont installés, où mènent-ils leur activité, où se situe le siège social. Bref, avec quelles zones géographiques ont-ils des liens effectifs? Voyez également le pays où les fonds utiles à l'opération ont été générés. Ou depuis lesquels, ou vers lesquels, ils sont reçus ou envoyés. Pour ce facteur de risque en particulier, la banque a établi un tableau de risque pays, diffusé à l'ensemble des collaborateurs. Pendant l'étape d'évaluation de ces risques, il conviendra d'évaluer leur probabilité et leur impact. Les risques bruts de BCFT, associés aux relations d'affaires, sont par la suite ajustés, en fonction de l'efficacité et de la présence d'un dispositif de LCBFT. Cela aboutit à un risque résiduel BCFT, spécifique pour chaque relation d'affaires, nommé risque net. Le dispositif de LCBFT englobe notamment des politiques et procédures LCBFT, y compris celles adoptées au niveau du groupe, telles que la politique de conformité, la charte de conformité et le manuel général de sécurité financière. Des processus opérationnels et des documents d'accompagnement, comme les fiches KYC et le tableau des risques pays. Des outils technologiques de conformité, tels que Amplitude, Cyron et IML, Cyron KYC et TSS. Des dispositifs de contrôle interne, contrôle permanent et audit. Et des campagnes de sensibilisation et de formation. Comme mentionné précédemment, les risques bruts de BCFT identifiés doivent être évalués à l'aune du dispositif de conformité afin de déterminer le risque net de BCFT des relations d'affaires. L'identification de ces risques nets permet ensuite d'établir un plan d'action visant à combler les éventuelles failles du dispositif de conformité, notamment en renforçant les mesures de vigilance mises en place. L'objectif de définir un profil de risque de BCFT pour chaque relation d'affaires est d'ajuster le niveau de vigilance nécessaire en fonction de ce profil de risque.
Voyons maintenant quelles sont les différentes mesures de vigilance intégrées dans le dispositif LCBFT de BGFI Bank. Selon le profil de risque de BCFT de la relation d'affaires, diverses mesures de vigilance, telles que simplifiées, standard, renforcées, complémentaires et maximales, sont déployées. Chaque profil de risque détermine un niveau de vigilance adapté. Un risque faible, R1, requiert une vigilance simplifiée. Un risque modéré, R2, requiert une vigilance standard. Un risque élevé, R3, nécessite une vigilance renforcée. Dans certaines situations limitativement énumérées, des mesures de vigilance, complémentaires ou maximales, doivent être mises en œuvre. Dans de telles situations, des mesures de vigilance supplémentaires sont exigées, comme lorsque la partie concernée est une personne politiquement exposée. Pour comprendre ces mesures additionnelles, il est recommandé de consulter le Manuel général de sécurité financière, où elles sont détaillées. Enfin, il se peut que le niveau de risque soit si critique qu'il soit jugé inacceptable. Dans une telle hypothèse, l'entrée en relation d'affaires ou la réalisation d'opérations seront prohibées. Les risques proscrits sont identifiés par le groupe et il est impératif pour les filiales de s'y conformer. Les mesures de vigilance seront évaluées suivant une grille, à l'aide de différents facteurs. Cela concernera notamment leur existence, leur fonctionnalité, leur degré d'application ou d'utilisation par les collaborateurs, leur fréquence, leur niveau de mise à jour. Sont concernés les politiques, procédures, processus, les outils informatiques de conformité, les contrôles internes et les campagnes d'information et de formation. Le niveau d'efficacité des mesures de vigilance se mesure sur la base d'une note, allant de 5, le dispositif de vigilance critique, à 1, le dispositif de vigilance excellent. L'appréciation de l'efficacité des mesures de vigilance fera ainsi l'objet d'une note globale sur 5, permettant de diminuer le risque brut de BCFT. La classification des risques devra être formalisée sur un support durable, comme un tableau Excel par exemple, et suffisamment documentée pour pouvoir être explicitée à un régulateur en cas de contrôle. Elle devra être mise à jour annuellement, tenir compte des évolutions réglementaires et ainsi tenir compte des risques émergents. La mise en place d'un dispositif de vigilance vis-à-vis des clients est essentielle dans le cadre de la LCBFT. La BGFI Bank l'illustre à travers 3 principales mesures relatives à ses clients. La première mesure est le contrôle de l'identité du client. À ce premier niveau de contrôle, c'est l'agent, ou le CRC, qui est en première ligne. Il est responsable de remplir la fiche KYC, Know Your Customer, en recueillant divers documents pertinents, selon le type de relation d'affaires envisagée. Le Manuel général de sécurité financière fournit un guide sur les documents à collecter et la procédure à suivre. Une attention particulière est portée aux personnes agissant au nom du client, notamment pour s'assurer qu'elles ont l'autorité nécessaire pour cela. Le deuxième niveau de contrôle revient à la fonction conformité. Cette dernière s'assure que la fiche KYC est complète et intègre les informations dans l'outil bancaire Amplitude. Les fiches KYC intègrent des champs obligatoires pour certaines informations et documents. La fonction conformité vérifie aussi que le score de risque de la relation d'affaires est correctement reporté dans Amplitude. Au troisième niveau de contrôle, l'audit interne intervient. Effectué annuellement, il évalue la pertinence et l'efficacité du dispositif de conformité, informant la direction générale et le conseil d'administration de ses observations et recommandations. Les mesures de vigilance doivent être renouvelées au cours de la relation d'affaires, notamment en ce qui concerne le KYC. Le deuxième niveau de contrôle consiste en la connaissance et le suivi de la relation d'affaires. Cette mesure de vigilance consiste à déterminer le fonctionnement attendu de la relation d'affaires sur la base d'informations collectées sur les clients. Enfin, le troisième niveau est la détermination des bénéficiaires effectifs. Identifier le bénéficiaire effectif est un élément essentiel de la LCBFT. Il s'agit d'identifier la personne physique qui détient ou contrôle, in fine, le client. Ces mesures reflètent l'engagement du groupe BGFI Bank à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en s'assurant que les relations d'affaires sont bien comprises, surveillées et surtout conformes aux normes réglementaires.
La fonction conformité exerce son contrôle via des outils et processus. En amont de l'entrée en relation bancaire, EER, on procède à une vérification de la complétude des informations et des documents justificatifs transmis par le CRC agent et de leur bonne intégration dans Amplitude et BGFI Compliance. On effectue des recherches sur les outils de conformité, Siron KYC. Dans le détail, en amont de l'entrée en relation d'affaires, donc, la fonction conformité contrôle la complétude de la fiche KYC signée par le client, le CRC agent et le chef d'agence, que les informations collectées ont bien été intégrées dans Amplitude, que les documents justificatifs exigés par la banque, R1, R2 et R3 de la fiche KYC, ont bien été collectés et numérisés dans BGFI Compliance. La fonction conformité agit, via l'outil Siron KYC, ou Raise KYC, dans le cas de BGFI Banque Gabon, sur saisine initiale du CRC agent, et, bien sûr, avant toute intégration dans Amplitude. Elle contrôle, pour toutes les relations d'affaires, si le client, son bénéficiaire effectif, et ses mandataires, ou représentants le cas échéant, sont désignés sur une liste de sanctions économiques, présentent un lien de rattachement avec un pays sous sanctions économiques, ou un pays désigné comme interdit, sur la base des informations du questionnaire correspondant, font l'objet de presse négative, ou ont été condamnés pour des faits de criminalité économique, si des personnes politiques exposées, PPE, sont impliquées dans l'opération concernée, en plus des informations contenues dans la fiche KYC, renseignées par le CRC agent. Pour les relations d'affaires présentant un risque modéré ou élevé, AVC, et AVM, la fonction conformité devra s'assurer que les mesures de vigilance renforcées ou complémentaires, prévues au moment de l'entrée en relation d'affaires, ont bien été effectuées, que les documents complémentaires ou autorisations requises d'un membre de la direction générale, pour ce qui est de l'entrée en relation avec les PPE, ont bien été obtenus. Égal, l'avis défavorable de la fonction conformité constitue un veto dans le processus d'entrée en relation d'affaires. En plus de l'obligation d'identification du client, la banque recueille toute information relative à l'objet et à la nature de la relation d'affaires, afin d'obtenir une connaissance adéquate de la relation d'affaires et des activités commerciales du client. Le CRC agent analyse les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et à la nature de celui-ci, en vue, notamment, d'établir un profil de risque. Ces informations portent 1. Sur chacune des parties à la relation d'affaires, client, bénéficiaire, et, le cas échéant, bénéficiaire effectif. 2. Sur le fonctionnement envisagé de cette relation d'affaires, ou sa justification économique. Est-ce un usage professionnel ou personnel ? Les opérations envisagées ont-elles un caractère purement international, ou domestique ? Etc. Dans ce contexte, la banque vérifie si le client est interdit d'exercer certaines activités, reprise dans la fiche KYC, et ou est soumis à une obligation de séparer ses comptes personnels de ses comptes professionnels. Les éléments devant être collectés, au titre de l'obligation de connaissance de la relation d'affaires, sont listés en annexe, dans les fiches KYC. Il s'agit du montant et de la nature des opérations envisagées, de la provenance des fonds, et de la justification économique déclarée par le client. Ces informations devront être collectées avant toute entrée en relation d'affaires et être mises à jour pendant toute la durée de celle-ci. La banque exerce une vigilance constante de l'ensemble de ses relations d'affaires. Pour ce faire, la banque s'assure que les éléments de connaissance du client et de la relation d'affaires sont mis à jour tout au long de la vie du contrat, et ce, par les CRC agents. Les informations à mettre à jour sont l'ensemble des informations contenues dans les fiches KYC. Les éléments de connaissance du client et de la relation d'affaires sont mis à jour tout au long de la vie du contrat. Tout d'abord ponctuellement, tout collaborateur qui a connaissance d'une modification substantielle de la situation d'un client, comme le changement de bénéficiaire effectif, une demande de crédit, le traitement d'une alerte liée au fonctionnement du compte, une décision de justice, une presse négative, ou la mise en œuvre d'une vigilance renforcée, doit la signaler au responsable du département du développement commercial, en charge du suivi du client, et au responsable du département conformité, afin qu'une demande de mise à jour de son dossier puisse être adressée au client.
mais aussi périodiquement, en fonction du niveau de vigilance correspondant, conformément au tableau ici présenté. Le bénéficiaire effectif désigne là, ou les personnes physiques, soit qui contrôle, directement ou indirectement le client, lorsque ce dernier est une personne morale. C'est-à-dire une société, un organisme de placement collectif ayant la personnalité morale, une association, une fondation reconnue d'utilité publique, etc. Ou encore une construction juridique de type fiducie ou trust, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité réalisée. En application de l'approche par les risques, recommandée par le GAFI, et les différentes réglementations LCBFT, les bénéficiaires effectifs sont, plus précisément, et au sein du groupe BGF IBank, là où les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage seuil du capital ou des droits de vote de la société. À savoir, 25% pour les bénéficiaires évalués à risque faible, 10% pour ceux évalués à risque modéré, et 5% pour ceux évalués à risque élevé. Les bénéficiaires effectifs des clients sociétés sont également les personnes physiques qui exercent le contrôle sur une société. Dans les cas définis par la loi, le contrôle peut être déterminé par le droit de vote ou le pouvoir de nommer. Et pas uniquement le contrôle capitalistique. Consultez votre réglementation locale pour en savoir plus sur ces règles de contrôle des sociétés. Dans certains cas, détaillés dans le Manuel général de sécurité financière, les mesures de vigilance, qui auront été prises pour un profil de risque élevé, ne suffiront pas. Il faudra y rajouter des mesures complémentaires, dans les cas suivants. Le client n'est pas présent. Le client est une personne politiquement exposée, ou l'un de ses proches, voire un membre de sa famille. Le produit, ou l'opération, favorise l'anonymat. Et enfin, le pays concerné par l'opération figure sur la liste grise, ou la liste noire du GAFI. Il se peut aussi qu'il soit identifié comme un État, ou territoire non coopératif, par l'Union européenne. En présence d'un lien de rattachement, avec un pays identifié par le groupe, comme R3AVM, dans le tableau de risque pays, des mesures de vigilance maximale devront être mises en œuvre. À ce titre, une validation de la fonction conformité du groupe sera requise. La banque établit une règle claire: si les mesures de connaissance du client, ou KYC, ne peuvent pas être mises en place, que ce soit au début ou pendant la relation d'affaires, l'entrée en relation d'affaires, ou l'opération, seront purement et simplement interdits. Si, pour une raison quelconque, les dossiers KYC ne peuvent pas être mis à jour, la banque a pour politique de bloquer toute opération sur le compte concerné, suivie de sa fermeture. Ce sont des mesures strictes, visant à maintenir un haut niveau de sécurité et de conformité. Les opérationnels, comme les agents des opérations et les guichetiers, ainsi que la fonction conformité, sont en charge de mettre en œuvre les mesures de vigilance relatives aux transactions. Selon le type d'opération, que ce soit un dépôt ou un retrait en espèces, une opération de crédit, des virements, des transferts ou encore des opérations de mobile money, des mesures de vigilance spécifiques sont appliquées. Pour plus de détails sur ces mesures spécifiques, en fonction du type d'opération, vous pouvez consulter le Manuel général de sécurité financière. Un profil de fonctionnement doit être établi pour chaque relation d'affaires. L'objectif est d'identifier les opérations attendues, sur la base du fonctionnement attendu du compte, au regard des informations collectées au moment de l'entrée en relation d'affaires. C'est-à-dire, la nature, la fréquence, le montant, et les modes de paiement utilisés. Le profil et ses éléments justificatifs sont conservés dans le dossier du client. Dès qu'un client agit en dehors de son profil de risque, sur la base de scénarios de blanchiment prédéfinis, une alerte est générée dans le logiciel Siron IML. Ces alertes sont systématiquement analysées par la fonction conformité à J+1 et transmises, le cas échéant, auprès de l'agent concerné, pour une demande de justification. La justification est ensuite documentée par la fonction conformité, qui peut, soit clôturer les alertes générées si les informations complémentaires permettent d'infirmer le soupçon, soit formuler une déclaration de soupçon à l'ANIF locale. Dans les deux cas, la fonction conformité documente par une justification écrite sa décision.
En présence d'une alerte non clôturée pour insuffisance d'information, il doit être mis un terme à la relation d'affaires. Le traitement des alertes, ainsi que les documents justificatifs obtenus dans le cadre de l'analyse de l'alerte, doivent être systématiquement référencés dans Siron EML, afin de conserver une piste d'audit. Le profil du client doit être actualisé, dès que la situation de celui-ci évolue. Les personnes politiques exposées, ou les clients ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, doivent être mis sous surveillance, dans Siron EML et TSS, par le biais d'une liste interne dédiée. L'outil Transaction Screening Service permet le filtrage des flux, en provenance, ou à destination, de personnes soumises à des mesures de gel des avoirs, ou présentant un lien avec un pays sous sanctions économiques, ou un pays interdit. En présence d'une alerte, les flux entrants et sortants sont bloqués par le logiciel. La fonction conformité peut, soit clôturer les alertes générées, si les informations complémentaires permettent d'infirmer le soupçon, soit formuler une déclaration de soupçon à la CRF. Il convient désormais d'aborder le thème de la déclaration de soupçon au sein de BGFI. Lorsqu'une opération, atypique ou inhabituelle, se présente, les collaborateurs ont la responsabilité de signaler cette opération. Il faut noter que ce n'est pas une simple formalité automatisée, mais plutôt un exercice qui nécessite une analyse détaillée et un jugement humain. Si l'opération est jugée suspecte, il conviendra alors de conduire des analyses complémentaires pour confirmer ou infirmer le soupçon. Il est crucial de maintenir la confidentialité lors de la gestion des informations liées à une déclaration de soupçon. Alors, quand faut-il effectuer une déclaration de soupçon ? Plusieurs signaux d'alarme devraient motiver un collaborateur à faire une telle déclaration. Premièrement, si l'opération en question pourrait être liée à des activités illégales ou au financement du terrorisme, une déclaration est nécessaire. Deuxièmement, si l'opération semble complexe, d'un montant élevé, et sans justification économique ou légale apparente, c'est un autre signal d'alarme. Troisièmement, si malgré toutes les tentatives de vérification, l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif reste douteuse, une déclaration de soupçon s'impose. La clé est donc la vigilance. Si un comportement ou une opération vous semble suspect, il est préférable de procéder à une déclaration de soupçon. Dans le cadre de la déclaration de soupçon, on distingue deux volets, interne et externe. Pour la déclaration interne, l'agent procède d'abord à une enquête à son niveau. Il peut, par exemple, demander des informations supplémentaires au client sur la nature de l'opération, les personnes impliquées, ou fournir des documents justificatifs pour des montants importants. Si les doutes persistent, l'agent doit alors faire une déclaration à un correspondant dédié, au sein de la fonction conformité. Pour la déclaration externe, la fonction conformité prend le relais. Elle va mener une enquête plus approfondie, en interagissant, par exemple, avec l'agent, pour obtenir des détails supplémentaires, et en examinant les antécédents du client. Si les soupçons sont confirmés, ou si les informations complémentaires font défaut, la fonction conformité transmet le cas à la cellule de renseignement financier locale. Celle-ci, dans les zones d'implantation du groupe BGFI Bank, sont la NIF pour la zone CEMAC, la CENTIF pour la zone UEMOA, TRACFIN pour la France, la CENAREF pour la République démocratique du Congo, SAMIFIN pour Madagascar et UIF pour Sao Tomé. Si la relation avec le client est maintenue, malgré les soupçons, le niveau de risque associé à ce client sera classé comme élevé. Ce qui implique une vigilance accrue et une surveillance constante via les outils de conformité. Pour garantir l'efficacité du dispositif de conformité, un système de contrôle interne est mis en place, impliquant plusieurs niveaux hiérarchiques au sein des filiales et du groupe. Au premier échelon, les collaborateurs opérationnels veillent à bien appliquer les règles et mesures de conformité. Leur travail est supervisé par leur hiérarchie directe. Au deuxième échelon, la fonction conformité intervient comme un second filtre. Elle s'assure que les procédures et outils de conformité sont correctement utilisés par les collaborateurs. Au troisième échelon, l'audit interne vérifie l'application et l'efficacité du dispositif en place. Si des lacunes sont identifiées, l'audit formule des recommandations. Le responsable de la fonction conformité est chargé de mettre en œuvre ces corrections dans les délais indiqués. Enfin, au quatrième échelon, la fonction conformité groupe réalise une mission de contrôle annuel. Cette mission se base sur les rapports annuels de chaque entité, consolidés dans le cadre du reporting annuel.
L'interaction de ces différentes strates de contrôle permet de maintenir un dispositif de conformité, robuste et en amélioration continue au sein de chaque entité du groupe. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Et vous donnons rendez-vous au prochain module.